Bonjour Yann, comment vas-tu? Bah, écoute, très bien. Et toi? Merci encore aussi pour cette quatrième invitation, je crois. Exactement. Euh, donc, merci encore de cette invitation. J'espère que je serai à la hauteur du sujet. Et je tenais avant toute chose à te féliciter, hein. Ça fait 1 an que tu cravaches sur Twitch. Tu as une progression assez impressionnante. Et je te souhaite vraiment le meilleur parce que je sais tout le travail que tu fais. J'imagine bien que pour ces 1 an, tu étais déjà réveillé à 5 heures du matin pour vérifier toute l'actualité internationale et nationale. Donc, donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup, et merci à toi d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Ah, parce que j'ai presque envie de dire qu'au final, l'actualité du jour fait qu'il y a de quoi dire aujourd'hui. Même pour les 1 an, C'est un voilà. enfer. Au final, C'est un enfer. bah, C'est on, un on fait enfer. une matinée dooming et une après-midi un peu plus festive pour te dire aujourd'hui. Ah, Donc, d'accord. bah en fait, le matin on parle de l'actu et cet après, bon, on va faire tous les enfin, tous les objectifs de sub qu'on a fait ce matin. Et en fait, là, je suis en plein subathon aussi au passage. J'ai C'est-à-dire que j'ai vu aussi quelques objectifs. voilà, des trucs bien sympathiques. En tout cas, voilà, bon, le chat te dit bonjour. Alors, pour expliquer un peu à tout le monde, donc tu es streamer géopolitique, voilà, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément. Tu fais de la vulgarisation de la géopolitique. Tu es très connu sur Twitter, X, sur Blue Sky. Tu fais des threads de très grande qualité. Tu fais des interviews sur Twitch également, avec des spécialistes, des journalistes, ouais, tu reçois énormément de monde toutes les semaines, en fait. Tu as au moins une ou deux interviews par semaine, voire Une plus. par semaine. Deux, c'est vraiment exceptionnel. Mais j'essaye d'en avoir une par semaine. Voilà. Et donc, tu traites à peu près de tous les sujets, des sujets très d'actualité, comme des sujets un peu plus niches. Voilà, on a eu l'occasion de traiter, par exemple, sur la chaîne ici, avec toi, hein, d'ailleurs, d'Apple au Burkina. Voilà, c'est des trucs. Et d'ailleurs, on en entend encore parler sur YouTube, hein, parce que, attention, les panafricanistes sur YouTube, c'est quelque chose, je vous préviens si jamais vous ne le savez pas. Mais Les, voilà. les- les panafricains, en fait, tu les titilles, ils sont énervés. En fait, le problème, c'est qu'ils vivent dans une sorte de réalité alternative où, en fait, ben, si la vérité est contraire à leurs idées, eh ben, c'est faux, en fait. Ils peuvent pas se dire que c'est vrai, qu'il y a des gens qui se font massacrer, etc. Donc voilà, c'est compliqué. Je pense que tu as fait à peu près un bon résumé de ce que je fais. Je fais vraiment, pour simplifier, de la vulga géopolitique. Donc crise, conflit, guerre, les gens qui meurent. C'est mon dada. Dit comme ça, c'est. Mais ouais, bah, c'est sûr. Mais explique-nous pourquoi tu es là aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler. Alors, bah, c'est ce qu'on avait un peu convenu un petit peu en amont, pardon, de l'interview, hem, de ce passage. Il y aura une partie un peu sur l'Amérique de Donald Trump avec les arrestations, de migrants avec ce qu'on appelle l'ICE, c'est la police qui lutte contre les flux migratoires aux US. Tout ce que ça entraîne à Los Angeles, mais aussi dans le reste des US. Donc on a une dérive autoritaire selon certains. Et ensuite après de l'Iran, Israël, hein, mais je pense que là on l'a tous vu, hein, ces balais de missiles dans les 2 sens et la crainte d'un conflit réel et ouvert entre les 2 puissances, et on verra un peu ce que ça peut donner. Voilà, le son plus fort. Alors, ils t'entendent pas assez, ils me disent. Alors, je vais monter Pardon. un petit peu. Non, mais ça doit être moi. Reparle peut-être pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je pense qu'on est mieux. Test, test. Ouais, OK. je pense que là, ils t'entendent. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui se passe aux États-Unis déjà? Parce que c'est vrai que moi, je me suis gardé d'en parler depuis un moment parce que je savais que tu allais venir et je savais qu'on avait parlé de ça à la base. Donc, je me suis vraiment gardé de traiter le sujet exprès pour que tu nous présentes un peu tout ça. D'accord, c'est gentil de pas avoir coupé l'herbe sous le pied. Hem, Après, je pense que beaucoup de gens ont à peu près quelques éléments d'information sur le sujet. En gros, pour faire très, très, très simple, Donald Trump a été élu sur l'une des motivations qui a fait qu'il a été élu, c'était vraiment la chasse aux migrants. Et il a dit qu'il allait faire, alors c'est les termes en anglais, hein, ils disent déportation de masse, donc expulsion de masse. L'objectif actuellement aux US de l'administration de Donald Trump, c'est à peu près 3000 personnes expulsées quotidiennement, ce qui nous fait quasiment, je crois, à peu près 1 million sur 1 an, ce qui est quand même une campagne assez importante aux US. Le truc qui fait que ça chauffe, on va dire, les opinions publiques et en tout cas certains États, c'est que la police aux frontières, donc ce qu'on appelle l'ICE, en gros, fait des descentes des fois dans des usines, des fois dans des restaurants, des fois dans des écoles, sans forcément afficher
leur appartenance, des fois masqués, ça arrive qu'ils soient masqués dans les rues, et ils arrêtent les gens et des fois sans aucun mandat en fait. Et c'est pour ça en fait qu'il y a le terme d'État sanctuaire dont la Californie fait partie. Les États sanctuaires, c'est des États qui ne vont pas aider cette police, sauf s'il y a un mandat d'arrêt. Ils disent, nous on respecte la légalité, s'il y a un mandat d'arrêt, nos forces de l'ordre vous épauleront, mais sans mandat d'arrêt, nous ne vous épaulerons pas. Donc, automatiquement, ça crée des tensions. Et là où c'est compliqué aussi, c'est qu'aux US, comme dans plein de pays à travers le monde, il y a des gens qui sont sans papier, mais qui sont présents là, sur le territoire depuis 20, 30 ans et qui travaillent des fois dans des restaurants, dans des usines, dans d'autres, dans l'agriculture, etc. Et donc ces gens, ils sont entre guillemets intégrés. Ils ne sont pas un problème de société parce qu'ils ce ne sont pas des délinquants en puissance, mais vu qu'ils n'ont pas de papier et vu qu'il faut remplir, faire du chiffre, ils sont eux-mêmes arrêtés et donc ça crée tout un terreau de contestation jusqu'à à peu près Los Angeles. Dis-moi si je fais un monologue un peu trop Non, long, non, hein, non, pas du tout. n'hésite Mais pas. après, moi, ça me fait réagir parce que, au final, là, ces états, entre guillemets, ces états sanctuaires, on voit la bipolarisation de la vie politique américaine parce que souvent, ça va être les états démocrates qui sont ces états sanctuaires, Exactement. qui sont en opposition à Donald Trump, comme on a vu avec le gouverneur de Californie, justement. Et aussi, tu parlais des personnes qui étaient établies. Juste un rappel, quand une personne d'origine étrangère se marie aux États-Unis, elle obtient une green card. Mais la Mmh, green card n'est pas assurance de la nationalité américaine. Ce qui fait qu'en fait, dans ces 3000 de quotas quotidiens, si je ne me trompe pas, Trump fait la chasse aux green cards qui ont expiré et donc aux personnes qui sont mariées à un Américain, qui ont des enfants américains, mmh, mais qui eux-mêmes ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas régularisé leur situation. Il y a un peu de c'est ça. ça, tu me confirmes? C'est ça, il y a de ça, il y a quelques témoignages aussi. Après, je pourrais pas dire l'ampleur de ce genre de cas. C'est toujours compliqué, hein. Des fois, c'est des effets zoom qui ne sont pas forcément la généralité. Mais il y a des témoignages comme quoi des gens étaient en route vers l'administration américaine pour faire renouveler leur carte parce que leur carte avait expiré. Et il y a la police qui arrive, qui dit: «Bonjour monsieur, vous n'êtes plus en règle, on vous arrête», alors que la personne était en train de faire les démarches. Donc en fait, Ah oui. c'est là où c'est ultra violent dans la pratique. Donc En fait, ils campent devant les administrations pour choper ceux qui ne sont pas, pour être sûr de dégager des gens, quoi. C'est dans certains incroyable. cas, oui. Ah ouais. Donc voilà, donc ce qui fait que ça crée beaucoup de tensions et comme tu l'as dit, les États sanctuaires sont des États démocrates et Los Angeles, enfin la Californie, si on le met en tant qu'État indépendant, juste, en tant qu'État indépendant, je crois que c'est la 6e ou 7e puissance Oui. économique mondiale. Donc c'est un poids lourd et là où c'est intéressant, c'est que la crise qui a lieu entre la Californie et et Donald Trump, c'est aussi un bras de fer politique entre 2 entités. Entre Trump qui va jouer, l'image de la loi et l'ordre et cetera et le gouverneur de Californie qui était populaire au sein de la Californie, mais qui n'avait pas une visibilité nationale, qui s'empare du sujet pour faire face à Trump et donc au sein d'un parti démocrate qui est complètement en décomposition, se lever en tant que figure possible, heu, comme leader des démocrates. Donc chacun joue un peu sa partition aussi, c'est un jeu politique. Los Angeles, qui est là où habite Kamala Harris, d'ailleurs, il me semble aussi. Alors peut-être, c'est pas improbable, oui. Il me semble. Ah bah, tu vois, j'ai première question qui arrive déjà dans le chat. Là, j'ai Babar Levert qui demande: est-ce qu'il y a un risque de sécession à terme? Alors, pour l'instant, je ne pense pas. C'est toujours compliqué de lire dans une boule de cristal. Les institutions sont encore assez robustes, elles tiennent encore, mais là où il y a une division, c'est en fait une polarisation extrême des opinions publiques des deux blocs, en fait. C'est là où c'est le problème et chacun en joue, en fait, que ce soit démocrate ou républicain, chacun joue sur cette polarisation. Est-ce que risque de sécession? Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais en tout cas, d'une Amérique fracturée, ça, clairement. D'accord. J'ai d'autres questions. Est-ce que bah, là, du coup, est-ce qu'il y a là, on parlait de la sécession, mais est-ce que la guerre civile, c'est une véritable option ou il y a une incapacité du peuple américain dans l'idée à faire guerre civile, même contre Trump? Est-ce que tu penses que voilà, il y a quelque chose il y a cette possibilité qui existe ou vraiment, c'est pas Faut j imaginable?
faut jamais dire jamais, ça c'est sûr et certain. Et c'est vrai qu'on a, je sais pas, pour ceux qui ont vu le film Civil War, qui est très sympathique, quand on voit la situation, on y pense automatiquement. Je ne pense pas qu'on en soit quand même à ce niveau-là. Par contre, on va voir en fait, ce qui est important, c'est de voir si cette crise fait tache d'huile. C'est-à-dire que pour l'instant, l'épicentre est à Los Angeles. Là, on a vu des manifestations à Boston, à New York, à Washington, dans d'autres États. Donc c'est là où en fait ça va être intéressant. Est-ce que ça fait tache d'huile? Comment ça monte en puissance ou ça chute? Et est-ce qu'il y aura des images de violence policière? C'est-à-dire, est-ce qu'on va voir un garde national qui tabasse quelqu'un au sol, donc ce qui peut générer un brasier, d'opinion publique. On a 700 Marines qui sont déployés à Los Angeles. Alors pour l'instant, ils ne servent qu'à sécuriser des bâtiments. Des Marines, c'est comme l'armée en France, ils ne sont pas formés au maintien de l'ordre, hein. Un Est-ce que soldat, il est formé pour tuer, pas pour faire du maintien de l'ordre. est-ce que ça ressemble est-ce que du coup les Marines, on va dire, mobilisés sur les administrations pour les protéger, ça ressemble pas un peu à ce qu'on peut appeler les opérations Sentinelle en France, mais en montrant un peu plus les muscles? Mmh, Si je m'amuserais à faire ce parallèle peut-être un peu risqué, parce oui, que force on armée pourrait qui protège les bâtiments, mais bon là, ils montrent plus les muscles, quoi. oui, mais sauf qu'en fait, la différence, c'est que l'opération Sentinelle, elle est tournée contre des risques d'attentats Oui, terroristes. Là, on est tourné contre des risques de mouvements de population, en fait, ou de contestation interne et politique. C'est pas la même ouais, chose. Et c'est surtout de la communication. C'est regardez, je montre les muscles, je montre que je suis fort, je montre que je suis la loi et l'ordre. Et j'ai vu un petit extrait de discours qui date un petit peu de Donald Trump il y a quelques mois, qui avait dit quand il avait été élu, à ceux qu'il avait élus, il avait dit: «Pour vous, je serai votre guerrier, je serai votre justicier, je serai votre protecteur et pour ceux qui ont trahi la nation», donc c'est là où tu as un terme qui est quand même dangereux, ceux qui ont trahi la nation, ça tu désignes un ennemi intérieur, une cinquième colonne, «Je serai leur» et alors le terme en anglais, c'est leur retribution, donc le courroux vengeur. Donc il y a quand même, dans la rhétorique de Donald Trump, le fait de désigner un ennemi intérieur, qui oui, permet de légitimer des actes de violence et par exemple, il avait dit à la police: «Ne soyez pas politiquement correct». Ça veut dire quoi ne pas être politiquement correct dans les arrestations? C'est donc en d'accord. fait, tu as une montée en puissance dans la violence, ou en tout cas dans la violence rhétorique. Alors, je vais montrer une image sur l'écran. C'est la fameuse image de Homeland Mmh, Security que tu m'as partagée, qui est extrêmement c'est une choquante, je dinguerie. trouve. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette image? Bon, là, elle est sur ma tête, du coup. Alors, juste pour la décrire, elle dit Help your country and yourself, report all foreign invaders, ICE. En gros, c'est une affiche de Homeland Security. Homeland Security, c'est quoi aux États-Unis? C'est la sécurité intérieure? C'est ça et C'est celle qui ça? s'occupe aussi de l'immigration, en fait. Qui appelle donc les citoyens américains à dénoncer les immigrés illégaux afin qu'ils se fassent Mmh. arrêter par la ICE, donc la police de l'immigration. C'est ça, cette image a fait beaucoup, beaucoup de bruit, que ça soit à l'international ou aux US, parce que pour nous, déjà en France, c'est bête, la dernière fois qu'on se rappelle qu'on a proposé de faire de la délation, c'était dans les années 40, donc le souvenir, il est pas fameux. Chez nous, automatiquement, nous, ça fait le parallèle, mais c'est quand même en fait, on voit une dérive heu, qui est dangereuse parce qu'en fait, c'est s'attaquer à une minorité de gens qui n'ont pas forcément les moyens de se défendre et c'est quand même super chaud en fait. Enfin, on va pas se leurrer, c'est, poster ça, publier ça, c'est pas anodin. Et l'assumer pleinement surtout. Et l'assumer pleinement. C'est ça où c'est, là, c'est même plus du sous-texte, c'est en texte plein écran et après il y a aussi aujourd'hui où là, ça fait écho à toute une forme de militarisation possible ou de en tout cas de conservatisme plus côté républicain. C'est on a aujourd'hui le défilé qui doit avoir lieu, le défilé militaire. Donc c'est la première fois en je ne sais combien d'années qu'il y a des chars Abrams qui vont circuler dans les rues de Washington. Alors oui, on va dire c'est un défilé militaire, coïncidence fait que c'est aussi l'anniversaire de Donald Trump, mais ça montre toute une image de, heu, de ce qui pourrait être considéré comme une dérive autoritaire. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question, ça c'est une de mes questions, désolé pour le chat, je la prends par-dessus. Mais
J'ai une prérogative, désolé. Une question que je me posais, est-ce que tu peux nous faire un peu l'explication de quelle force armée est sous la gouvernance de qui? C'est-à-dire garde nationale, Marines, FBI. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout ça? Parce que c'est vrai qu'il y a de la mobilisation d'un peu de tout, j'ai l'impression. Il y a les Marines, comme tu disais, il y a la garde nationale qui a été appelée à être mobilisée à un moment, il y a le FBI qui s'occupe, qui avait arrêté un sénateur récemment, qui avait interrompu une conférence de presse. Est-ce que tu peux un peu nous faire un point pour qu'on comprenne? Parce que ça paraît très compliqué quand même tout ça. Alors là, je pense que je vais pas être d'une grande aide sur ce Ah, point-là, sur qui est de quelle autorité. Après, la garde nationale peut être invoquée par un gouverneur ou par le président, mais comme on l'a vu par exemple en Californie, le gouverneur a retoqué au niveau de la justice la, le déploiement de la garde nationale, mais la justice a dit non, le président américain peut déployer la garde nationale. La garde nationale est historiquement utilisée notamment pour quand il y a des incendies, des tornades, des destructions environnementales, ou quand il y a des émeutes. Ce n'est pas la première fois que la garde nationale est déployée en interne dans le pays, mais c'est quand même assez exceptionnel pour des questions de sécurité. Et je tiens à rappeler au niveau d'une chose, un point important à Los Angeles, la garde nationale est déployée pour sécuriser 2 bâtiments officiels. Ils ne sont pas encore beaucoup déployés sur le terrain pour l'instant, donc ça a un effet d'annonce. La garde nationale est là, mais elle reste parquée, on va dire, sur la protection de certains locaux officiels. d'accord. Voilà. Mais pour le reste, je suis désolé. Après là, Parce que c'est un c'est vrai micmac pas que possible. j'avais l'impression que le FBI était presque devenu la garde rapprochée de Trump, quoi. Enfin, ou Bah, de sa le politique. FBI, le FBI a été créé, si je ne me trompe pas, peut-être que dans le chat ça me corrigera, mais pour être la police américaine qui peut agir d'un État à un autre, parce que chaque État a sa police, chaque État Oui, les a ses feds, espaces comme de ils disent. juridiction, c'est ça. Et eux, eh ben, ils peuvent agir au niveau de l'ensemble du territoire américain. Ils ont cette prérogative. Après, au niveau de la sécurité intérieure, etc., du président, ça, je pourrais pas dire exactement, mais oui, il y a eu cette image qui a choqué de voir un sénateur, c'est ça, un sénateur Ouais, républicain qui se c'est fait ça. menotter. Alors certains disent oui, la loi, enfin, il a complètement raison parce qu'il était en train de perturber un meeting. Qu'est-ce qu'on aurait dit à l'inverse si c'était un meeting démocrate et que le FBI arrête un républicain? On aurait aussi dit qu'il y a une dérive, Un que c'est quand même démocrate, tu veux assez dire, choquant. non? Voilà, pardon, un démocrate. Si c'était Oui, oui, c'est l'inverse, un bien. démocrate qui avait, qui était en train de faire un meeting et d'un coup, il y a un républicain qui parle et le FBI qui l'arrête. Dans les 2 cas, c'est choquant, en fait. Oui. Et alors, du coup, j'ai une question de Léo Paris. Trump a-t-il le droit d'arrêter le gouverneur de Californie? Et du coup, moi, je vais faire le lien. Est-ce que ça tombe sous le coup de l'Insurrection Act? Alors, l'Insurrection Act, de ce que j'ai compris, hein, je ne suis pas un spécialiste du droit américain, l'Insurrection Act permet au corps militaire d'avoir des pouvoirs de police, en fait. Ce qui n'est pas autorisé de base, en fait. Il y a D'accord. un autre acte qui fait que l'armée n'a pas de droit de police, comme chez nous en France, vous ne pouvez pas être arrêté par un militaire. Un militaire ne peut pas vous arrêter. C'est la police qui vous arrête. Et là, si on arrive sur l'Insurrection Act, en fait, on donne des prérogatives plus importantes au corps militaire qui peut faire des missions de police dans le pays. Et Et, pardon, sous, après, j'ai raté et sous la direction de qui? Du président. du président, oui. Voilà. Parce que là, par exemple, pour l'Insurrection Act, la garde nationale, c'est considéré comme une force de police ou une force militaire, par exemple? Purée, excellente question ça. Parce qu'ils ont un statut militaire quand même, parce que c'est, je veux dire, quand on les voit se balader, c'est avec Ah, parce que des armes d'assaut, des véhicules militarisés. la chose là, si on parle en chiffres purs et durs, actuellement, il y a 700 Marines, il y a 2000 personnes de la garde nationale pour quelques bâtiments. Mmh. Potentiellement, du jour au lendemain, tu as 2700 forces de l'ordre supplémentaires pour faire des interpellations s'il y a le Insurrection Act qui est voté, quoi. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et là où c'est délicat, je le redis, ils sont pas formés au maintien de l'ordre. Ils sont pas formés aux arrestations. Oui, c'est des Heu, militaires. c'est des militaires. C'est comme je vais prendre un exemple très simple en France, je fais un petit parallèle. Heu, je crois que c'est heu, ceux qui font je crois que c'est la BAC, eux, ils sont faits pour les interpellations musclées, ils sont formés pour les interpellations musclées, pas pour, contrôler des manifestations et ce qui a causé des problèmes en France à certains moments. Et du coup, la suite de la question, c'est est-ce que le gouverneur de démocrate peut être interpellé, arrêté? Quelle serait la justification et quelle est la possibilité de cet acte?
Alors, je pense que sur le plan légal, il y a pas de justification, mais après je suis pas spécialiste. Dans tous les cas, s'il se fait arrêter, c'est explosif pour Donald Trump parce que là, ça peut fédérer énormément de gens et faire sortir des gens dans la rue et amener une contestation. Donc je pense que l'arrêter serait presque un suicide politique, pour Trump. Après, il va encore polariser avec ses fans qui vont dire: «C'est bien fait» et cetera. Donc pour l'instant, je pense que c'est des menaces. Est-ce qu'il peut l'arrêter? J'ai un doute. S'il l'arrête, ça créera énormément de tensions dans le pays. Et du coup, la question, est-ce qu'il y a une immunité aux États-Unis? Alors là, bonne question. Là, je pourrais pas, je suis navré, je suis pas D'accord. spécialiste. Désolé. Pas de souci. Dans la continuité un peu, là, actuellement, est-ce que on pourrait pas considérer que Trump est en train d'essayer de tester tous les contre-pouvoirs ou toutes les réactions aux excès qu'il pourrait avoir? Est-ce qu'il n'est pas en train de tester pour voir jusqu'où il peut aller, en fait? C'est ça, en fait, c'est ce que beaucoup disent. Beaucoup disent que c'est un test, en fait, que Trump teste à la fois la résistance de la société civile, d'une partie de la société civile, teste la résistance des démocrates, teste la résistance des institutions juridiques et les contre-pouvoirs qui peuvent encore exister. Et en fait, c'est ça, c'est un test grandeur nature. C'est est-ce que ça passe? Et à partir de là, si il arrive à gagner ce bras de fer, let's go, il peut avancer et avoir une rhétorique beaucoup plus autoritaire, parce qu'il a une dérive autoritaire, ça on peut pas le nier. Après, chacun a sa position sur le sujet, mais il a cette dérive, et donc c'est un test grandeur nature. Et certains disent, c'est ça où c'est intéressant, que par exemple, heu, c'est certains démocrates, notamment, qui disent que ces politiques de hausse, d'arrestation, hem on va dire sans mandat et cetera, ont été poussés par l'administration de la Maison Blanche pour choquer les démocrates et possiblement créer des problèmes, en fait, pour attiser une crise. Et comme ça, lui arrive en sauveur en disant: «Voilà, j'amène la sécurité derrière», en envoyant la garde nationale et cetera. Mais c'est un test grandeur nature, complètement. Et je me posais la question, d'un point de vue de leur statut juridique, ces personnes qui ont une green card ou qui vivent aux États-Unis depuis longtemps, est-ce qu'ils peuvent voter aux élections américaines? Alors là, Parce excellente que la question. question qui se pose, c'est quand même que voilà, c'est des personnes qui sont installées en territoire américain. Je sais pas s'ils ont du coup, ils ont pas la nationalité, mais ils ont une green card, ils vivent sur le territoire depuis un moment. Est-ce que potentiellement, c'est pas aussi, je sais pas, tu me dis que ça peut faire 1 million de personnes par an. Est-ce que c'est pas 1 million de votes démocrates en moins, par exemple? Non, mais très honnêtement, Ah, hein, c'est pas une question idiote. Je ne sais pas sur le plan du droit s'ils ont le droit de voter tant qu'ils n'ont pas la nationalité. Ça, j'ai un gros doute là-dessus. Donc ça, je pourrais pas répondre, mais dans tous les cas, ça alimente aussi le côté: «Ah bah, regardez les démocrates, ils ouvrent les frontières, ils font exprès d'avoir plein de migrants pour que les gens votent pour eux», et donc ils sont anti-américains en oui, parce utilisant que les flux migratoires. on va se rappeler qu'aux élections américaines, il y a certains États, ça se joue à peine à quelques milliers de voix, C'est voire ça, oui, quelques oui, 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 dizaines de c'est milliers de ça. voix. Donc, tu enlèves 1 million de personnes réparties en fonction des États, tu fais basculer un État. Voilà. Tu fais basculer un État. Notamment un Donc État démocrate. voilà, excellente question, il faudrait vérifier. Il faudrait vérifier, je veux pas dire de bêtises, mais il faudrait vérifier, en fait, leur statut et à partir de quand on a le droit de voter, heu, aux, heu, aux USA. Hem, Après, chacun sa position. Moi, je considère à titre personnel que si la personne est là depuis 20 ans, qu'elle travaille et cetera, qu'elle participe à la vie collective, ça ne me choquerait pas. Si la personne est là depuis une semaine, oui, là, ça me choquerait. Oui, mais c'est ça la question. Alors, on me répond: «Non, la green card ne donne pas de droit de vote aux USA. Seuls les citoyens américains peuvent voter aux élections fédérales, comme l'élection présidentielle, aux élections des congrès. Les résidents permanents peuvent vivre, travailler et étudier aux États-Unis, mais ils n'ont pas le droit de vote même s'ils y résident depuis longtemps». Bon, ben, merci de la réponse. Voilà. Mais après, la question qui se pose, c'est aussi, voilà, ces personnes qui auraient pu être régularisées en approche d'élections et qui auraient pu voter parce qu'elles sont là depuis longtemps. Ça aurait pu être intéressant. Mais après, voilà, moi je posais la question pourquoi? Parce que je sais que par exemple en Union européenne, quand on est ressortissant de notre État, on peut voter à l'élection locale en fonction du scrutin. Donc Oui. vu que je connais pas particulièrement le sujet, je me suis dit peut-être que en fonction de la durée de vie et je sais pas si tu payes des impôts ou quoi localement, C'est ça, voilà. oui, bah, c'est une vraie question. Mais c'est vrai que le parallèle avec l'Union européenne où nous on a légiféré, on a des accords et Bien cetera, sûr. pouvait être mis sur la table Bah, pour le réfléchir. surtout dans le cadre de l'ALENA. Tu vois, on aurait pu se dire qu'il y aurait une Mmh, facilitation dans ce cadre. Même si c'est pas un mmh. État complet ou une fédération comme l'Union européenne, voilà, c'est pas non, c'est pas une fédération l'Union européenne, pardon.
Local, tu Attention, peux, mais faut s'inscrire, attention, OK. ça peut mettre le feu chez certains Ouais, alors on me dit de que dire ça. local par contre, c'est au cas par cas, ça dépend des villes. D'accord, Donc voilà, il y a OK. quand même ce sujet Oui. qui est intéressant. Bon, Mais au heu local, c'est encore c'est les élections parce que ça, c'est un point important et après j'arrête pour pas prendre monopoliser trop. C'est qu'aussi, il faut prendre un point important aux US, c'est que les Américains votent sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous, on vote pour nos maires, nos machins, nos bidules, enfin que du personnel politique. Les Américains, ils votent aussi pour le shérif, ils votent aussi pour les juges. Les shérifs, ils sont élus, les juges sont élus, en fait. Donc c'est, beaucoup plus vaste. Alors certains critiqueront, et d'autres diront, bah, c'est beaucoup plus démocratique parce qu'on élu, on vote pour qui c'est qui est le juge et qui c'est qui fait la police. Moi, j'avais vu, c'était pendant les élections, là, il y avait certains États pour les dernières élections américaines, ils votaient, mais ils devaient cocher une dizaine, enfin, sur une dizaine de pages, ils devaient cocher des Mmh, trucs parce qu'il y a les élections locales, comme tu dis, c'est ce genre des mandats, puis il y a mmh, tous les référendums locaux d'État, il y a les c'est ça. référendums des villes, parce que du Mmh, coup, les villes aussi font voter à ce moment-là. En fait, en France, juste exact. pour donner une idée, en France, on n'a qu'une élection où on vote 2 fois. C'est quand on fait les Mmh, élections régionales et départementales qui sont en même temps. Mais sinon, jamais on vote 2 fois. Eux, à chaque ouais, fois, ils votent plusieurs fois sur des dizaines de sujets à chaque élection, quoi. C'est assez incroyable. c'est ça, c'est C'est ça. assez incroyable. Et alors moi, j'ai aussi un sujet qui est évoqué dans le chat par plusieurs personnes. Est-ce que c'est pas juste un contre-feu à la potentielle récession économique des États-Unis à venir? Ça peut être considéré comme un contre-feu, mais je pense pas forcément que ça soit un contre-feu. Je pense en fait vraiment que c'est la stratégie qui a été, pensée, je crois que je sais plus si on en avait parlé ici, la stratégie de Steve Bannon. La stratégie de Steve Bannon qui est vraiment l'idéologue, phare pour Donald Trump, alors il a d'autres, maîtres à penser, qui disaient qu'il fallait bombarder sur plein de sujets, que ça soit national, international et cetera. Des fakes, pas des fakes, on s'en moque, mais il faut bombarder et en fait, pour ouvrir tellement de fronts en même temps, sur tellement de sujets en même temps, qu'on empêche l'autre de répondre. Parce que quand, vous avez, heu, le pouvoir central qui vous balance à peu près 10 à 20 news avec au milieu un peu des fakes, dans le lot, vous savez plus comment répondre, en fait. Et donc je pense que c'est vraiment là une stratégie d'inondation sur vraiment tous les fronts possibles et imaginables pour paralyser, les adversaires politiques. Et je voulais juste revenir sur un truc que j'ai oublié de dire et que je pense qui est important au niveau de Donald Trump durant les événements de Los Angeles. Donald Trump, comme à son habitude, a lancé des fake news. Genre, il a dit qu'il y avait plus de 20 000 bâtiments qui ont été incendiés, ce qui est complètement faux. Il y a eu des bâtiments qui ont été pillés, mais on est très loin de la situation de chaos qu'il a dit, qu'il a énoncé. Il dit qu'il y a eu des morts. Il n'y a pour l'instant aucun mort qui n'ont été enregistrés. Et on a l'impression que Los Angeles est limite à feu et à sang avec les images de manifestations, etc. C'est des quartiers. C'est pas tout Los Angeles qui est qui est en ébullition, où il y a des manifestations. C'est vraiment des zones particulières. Et là où il y a le couvre-feu qui a été appliqué sous la demande de la maire de Los Angeles, c'est je crois 1 ou 2 kilomètres carrés. D'accord, Donc oui. ça reste quand même restreint. Et là, je me posais, enfin, là, j'ai quelqu'un qui pose une question. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Trump. Est-ce que des anti-Trump ont prévu quelque chose? Il y a le No King's Day, donc pas le jour du roi, pour le dire simplement. Il y a beaucoup de manifestations qui sont prévues partout aux US, notamment à Washington. Là, il y a des gens qui commencent à se regrouper à Washington. Il y a déjà des arrestations qui ont commencé à avoir lieu à Washington. Avant de me connecter, j'ai vu un petit papy de 80 ans, un vétéran de l'armée américaine qui a été arrêté, menotté, parce qu'il contestait le défilé. Donc ça va être aussi une journée de tension. Et pourquoi le No King's Day? Je le rappelle, les Américains, leur indépendance, ils l'ont fait un peu comme les Français. Nous, on a coupé la tête du roi durant la Révolution. L'indépendance américaine s'est faite en cassant la figure à la monarchie anglaise. Avec Donc, l'aide des ils ont Français, d'ailleurs, hein. avec l'aide des Français, cocorico, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir chez eux. C'est pour ça qu'ils sont très méfiants sur l'État central et un État qui a beaucoup de pouvoir. C'est parce qu'il y a un peu cette ombre historique de la monarchie anglaise qui les dirigeait avec une très grande puissance. Et alors petite question, piège, bon, Oui? j'imagine que toi tu as la réponse. Quel est le premier État du monde à avoir reconnu, les États-Unis? Oh purée. Alors je ne crois C'est un pas que ça soit la piège. France.
Non, Je crois pas que ça soit c'est la pas la France. France. J'ai un doute si c'est pas le Maroc ou un truc dans le genre. J'avais été surpris C'est ça. sur le sujet. Ouais, le C'est ça. Maroc? Ouais, c'est le Oh Maroc. purée, Non, mais parce ça que m'avait choqué, je ça l'ai fait retenu. très. Ouais, bah, moi aussi, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire la petite question. Ouais, c'est le Maroc, le premier État à avoir reconnu les États-Unis, alors que même c'est la France qui avait permis quand même cette indépendance des Britanniques, quoi. C'est assez, c'est assez, on s'y attendait pas, mais le Maroc en embuscade, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, Ensuite, de quoi qu'on peut pas. Enfin, sur le sujet des États-Unis, on me pose la question. Enfin, est-ce qu'il y a des réactions internationales à ce qui se passe aux USA en ce moment? Des États voisins, peut-être? Des États d'Amérique latine, d'Amérique Alors, du Sud? Alors je sais pas s'il y a des déclarations officielles au Canada, mais je sais que les médias canadiens, j'ai regardé un petit peu certains médias, alors ce qui est toujours très rigolo, hein, quand on écoute les journaux québécois avec l'accent, j'ai toujours un peu du mal, ça me fait toujours sourire, mais c'était assez intéressant de les entendre. Eux sont assez inquiets de ce qui se passe chez leurs voisins. Au Mexique, je sais pas trop, s'il y a des déclarations. En Europe, on moufte pas trop, mais en fait, parce qu'on a peur, en fait, je pense. C'est qu'on a peur vu qu'il nous a déjà déclaré plusieurs fois la guerre commerciale, puis Oui. ensuite qu'il a rétropédalé et cetera, c'est OK, on fait le dos rond, on regarde ce qui se passe et chez nous aussi, il y a des fortes divisions. Il y en a certains qui appellent à avoir des mêmes politiques que Donald Trump, et d'autres qui disent: «Ouh là là, Bah, c'est une menace pour re la démocratie». regarde, on a bien en Pologne, un pro-Trump enfin quelqu'un qui a la méthode trumpiste qui vient d'être élu président, hein, et qui C'est assume ça. être pro-Trump d'ailleurs, hein. C'est ça. Donc, nous, on fait le dos rond parce qu'on a peur un peu de se reprendre un peu des coups. Je veux dire, depuis le début de l'année, on se fait menacer d'annexion au niveau du Groenland, on se fait menacer multiples fois de guerre commerciale, on se fait insulter. Euh, on a besoin de l'Amérique de Donald Trump sur l'Ukraine. Donc, donc, on fait le dos rond. Donc, pas beaucoup de déclarations parce que je pense que tout le monde a un peu peur de se dire, OK, si on dit une dinguerie, est-ce qu'il va essayer de nous éclater par vengeance? En Et fait. et Donc, et pour d'a l'instant, pas de déclaration. d'ailleurs la suite de la question vient enfin ça venait aussi par rapport au fait que, bah, la ICE, donc la police de l'immigration, Oui, l'endroit où ils expulsent les immigrés, c'est de l'autre côté du mur, non? oui. Donc Oui, c'est alors pour ça que je d'abord, te ils les demandais mettent dans la des. réaction du Mexique pour le coup, Alors, ils les renvoient de l'autre côté du mur, ils les renvoient des fois aussi ailleurs, hein, ils les renvoient dans leur d'accord, pays d'origine. Des fois, ils les OK. renvoient au Soudan, on ne sait pas pourquoi, mais ils les renvoient au Soudan. Quoi? Non, attends, Soudan ou Tchad, j'ai un doute. Soudan ou D'accord. Tchad, mais oui, oui, il y avait des trucs comme ça, ils les renvoient aussi au Salvador. Euh, et Pour le grand là, plaisir de Bukele? voilà. Et comme je le disais, des fois, souvent, il n'y a pas de procédure judiciaire ou très peu. Et donc, par exemple, il y a eu un cas où c'est un citoyen américain qui est actuellement en prison au Salvador. Parce qu'il y a pas de suivi juridique, en Ah fait, ouais, quasiment. Donc d'accord. c'est pour ça aussi que ça gueule, en fait. C'est que les gens, ils ont pas forcément accès à un avocat. Il y a pas forcément de mandat et il y a pas forcément accès à un avocat. Ah bah, ambiance, apparemment le secrétaire de secrétaire à la défense vient de reprendre le fait qu'il fallait annexer le Groenland. Encore? Mais Encore. remettre, Et alors, en fait, là, je vais te poser une question qui fait la parfaite transition au final avec notre prochain mmh? sujet. On a donc en ce moment Israël, Iran. Est-ce que, parce que on va pas se mentir, l'Israël tout seul n'aurait pas pu faire ce genre de projection d'attaque en Iran ou autre. Il y a forcément eu un Mmh. accord qui a été donné par Donald Trump, voire même un soutien d'un point de vue de l'information. Est-ce que ce qui se passe avec l'Iran et l'Israël, au final, c'est pas un contre-feu potentiel à ce qui peut se passer en interne aussi? Genre un contre-feu à une situation dont il a peut-être perdu le contrôle en interne. Voilà. Non, je pense Quelle est qu'il a la place perdu le des États-Unis contrôle là-dedans? sur l'Iran. Au niveau Israël, Iran, alors les Américains ont officiellement communiqué en disant qu'ils n'avaient rien à voir avec l'assaut, qu'ils ont été informés quelques heures avant. On y croit, on n'y croit pas. Là, après, chacun sa position. Mais officiellement, l'administration américaine dit qu'ils ont été prévenus que quelques heures avant. Il y a certainement dû avoir une légère approbation, en tout cas, hein, allez, vas-y boys, quoi. Let's go. Après, les Américains sont actuellement en train de redéployer des navires de guerre, sont en train de redéployer leur aviation de combat vers le Moyen-Orient. Officiellement, dans les déclarations, c'est pour protéger Israël, pas pour attaquer l'Iran. Est-ce que ça sert de contre-feu? C'est ce que je dis en fait. Le problème, je pense pas que ça sert de contre-feu. Je pense qu'en fait, c'est vraiment tous les fronts qui sont ouverts dans tous les sens et que ça part un En, peu en en fait, c'est vrai que sucette. moi, je te pose la question parce qu'on se rappelle de Trump qui avait donné un ultimatum de 60 jours à l'Iran. Je sais pas si tu Mmh. t'en souviens.
L'attaque d'Israël, c'est le 61e jour. Oui, Non, mais tu vois, je le hasard et les coïncidences, je crois très peu au hasard et aux coïncidences en politique. après Donald Trump disait qu'il allait régler la guerre en Ukraine en 24 heures, il disait qu'il allait faire plier la Chine, il disait enfin, Voilà. c'est ça le truc. C'est là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, il dit tellement de choses que Oui. OK, Bah, en c'est fait, compliqué. le sujet, c'est quand même que, voilà, pareil, même en France, on avait Barrot il y a quelques mois qui disait que on était en train d'envisager la réponse militaire à l'Iran pour détruire le nucléaire iranien, que Trump l'a sous-entendu très fortement aussi, et que du coup, oui, la question qui se pose, c'est est-ce que Israël, au final, c'est pas juste le mercenaire de l'Occident qui s'occupe de faire le sale boulot? Ah, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que Mmh. d'ailleurs, derrière, on va les défendre en cas d'attaque. Parce que Alors on les soutient, enfin, on les défend de manière inconditionnelle sur le retour, hein. alors, dit crûment, oui, totalement. De manière très crue, oui, Heu, bien sûr. après, on va pas se leurrer sur un point important, heu, que ça soit l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la et les autres pays de la région, je pense qu'il y a pas mal de petits sourires en coin, dans les couloirs du pouvoir des régimes de cette région, suite à l'attaque israélienne. Parce qu'aucun de ces États, quasiment, n'apprécie l'Iran et veut un Iran doté de l'arme nucléaire. Donc, heu on peut nous dire hypocrite, totalement. On peut dire que Israël entre guillemets «fait le sale boulot», totalement. Hem, mais aussi, l'Arabie Saoudite, le Qatar et tout le tintouin, il doit y avoir des petits sourires en coin dans les couloirs parce que, sur un Iran nucléaire, il y a personne qui en veut dans la région. Donc, on va dire que c'est pour ça Oui. que personne ne bouge aussi dans la région. Bah, d'ailleurs, j'avais vu des déclarations, je crois que c'est MBS pour l'Arabie Saoudite. Non, Mmh. Arabie Saoudite, c'est pas MBS, c'est Émirats, ça, Heu, je crois, je me je sais trompe. plus, à chaque Enfin, fois je les en tout cas, confonds. j'ai vu l'Arabie Saoudite qui a annoncé que si l'Iran venait avoir l'arme nucléaire, ils la veulent aussi. Voilà, Oui, mais c'est ça en fait, parce qu'il y a le risque de prolifération nucléaire. Actuellement, le seul pays qui est doté de l'arme nucléaire dans la région, c'est Israël. c'est Israël. Ils ont, je crois, entre 400 et 200 ogivres, hein, c'est les chiffres qui Alors, on a circulent. regardé tout à l'heure, L'un d'autre, on a vu entre oui, 60 et 300, j'ai vu. voilà. Donc les chiffres varient. Mais depuis On sait qu'ils 79, l'ont. donc ça date, hein, en plus, tout ça. Ça date depuis longtemps. Ils l'ont jamais affiché ouvertement, ou très peu en tout cas. Mais le risque réel, c'est bah, si l'Iran a l'arme nucléaire, les autres pays voudront l'arme nucléaire. Donc prolifération de l'arme nucléaire dans une région extrêmement instable. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure idée du monde. Surtout que quand on y pense, Euh, tu as déjà les États voisins de l'Iran qui ont l'arme nucléaire aussi, hein. Le Pakistan et l'Inde. Pakistan et l'Inde, exactement. Et qui, on le sait, s'apprécient énormément. Après, il faut être honnête, si on est du côté iranien, si on se met dans la perception iranienne, c'est totalement légitime de vouloir l'arme nucléaire. Face Il à y Israël qui l'a déjà, oui. a, voilà, face à Israël, mais je veux dire, ils se rappellent de la guerre Irak-Iran, où ça a été un massacre pour eux. Ils ont été sous embargo dans à pas mal de moments dans leur histoire récente. Ils se font souvent taper, etc. Je comprends les Iraniens qui veulent l'arme nucléaire. Cela s'entend parce que derrière, il y a un enjeu aussi de sécurité et de stabilité pour le régime en place, qui est une dictature, rappelons-le, qui enferme, torture, et on n'ira pas plus loin dans les détails, sur les opposants politiques. Bon, si c'était, tu parles de l'Iran? Oui, pour l'Iran, pardon. Si c'était que l'Iran, enfin, si c'était que les Oui, opposants politiques, je que rappelle les que opposants politiques, oui. voilà, la question du droit des femmes, la question du droit des LGBT, la question du droit des minorités, bon, Je- voilà, c'est encore, ça n'existe pas carrément, hein, ces droits. C'est une note de bas de page. Voilà, c'est ça. Mais non, c'est vrai que là, c'est très inquiétant quand même quand on voit les répercussions. Là, on a vu quand même un missile balistique qui a frappé en plein Tel Aviv euh, Mhm. dans la nuit. D'autres qui ont frappé en plein Jérusalem ou en zone résidentielle. Il y a eu 2 morts annoncées ce matin en Israël, dans des zones résidentielles, des civils. Euh, là, est-ce que toi déjà, tu as pu faire le point un peu sur les potentielles évolutions du conflit ou pas? Alors, j'ai fait le point de situation déjà hier par rapport au déroulé de la situation d'hier, mais ça a continuellement évolué dans la journée, puis ensuite dans la soirée et encore aujourd'hui. Si on doit résumer très simplement, pour l'instant dans cette confrontation, Israël a l'avantage. Pour une raison très simple. L'Iran, ce qui faisait sa force, c'est ce qu'on appelle ses proxys, c'est-à-dire des groupes armés, plus ou moins politiques, qu'elle a financés et armés dans tout le Moyen-Orient, et qui, entre guillemets, étaient ses bras armés pour faire une forme de guerre indirecte. Donc on avait le Hamas,
Le Hamas, bon, on va pas en parler, ils sont réduits quasiment à néant. On avait le Hezbollah. Le Hezbollah, ils se sont fait casser en deux et le Hezbollah au Liban a déclaré qu'il ne soutiendrait pas l'Iran pour attaquer Israël en cas d'une confrontation. Le régime de Bachar al-Assad, qui sur la fin était neutre sur la question d'Israël parce qu'il voulait pas se prendre des points dans le visage, bah, le régime de Bachar, il s'est écroulé et on a un nouvel homme fort, Al-Jouani, qui est au pouvoir. Tu avais eu Cédric Oui, Labrousse en exactement. interview qui en parlait très bien, qui va temporiser énormément parce qu'ils sont pas en état de rentrer dans une confrontation, c'est pas du tout dans leur intérêt. Il reste plus que les Houthis au Yémen, et quelques milices en Irak, mais c'est tout en fait. Donc toutes les branches armées qu'ils ont financées et armées pendant des décennies ont été brisées en deux dans la majorité des cas. Euh, Ensuite, les deux territoires ne sont pas côte à côte, il n'y a pas de frontière, donc pas d'invasion au sol. Donc la puissance du poids démographique que pourrait avoir l'Iran est Pareil. nulle parce qu'ils ne peuvent pas envahir au sol. Donc on reste sur de l'aérien et des opérations indirectes avec des saboteurs. Quand il y a eu la journée d'hier, on a eu le Mossad, donc les services de renseignement israéliens, qui étaient déjà en Iran, qui ont saboté des postes de défense antiaérien, qui sont arrivés en mode ukrainien, comme ce que les Ukrainiens ont fait avec l'opération Toile d'araignée, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à côté de zones de défense iraniennes avec des petits camions, ils ont ouvert, lâché de drones Russe, ouais, suicides. je veux dire. Voilà, pardon. Les Ukrainiens avaient fait ça chez les Russes, l'opération Toile d'araignée. Donc c'était des camions qui arrivent avec des drones à côté des bases et ils tapaient les bases. Le Mossad a fait la même hier. Donc, c'est-à-dire que les services de renseignement sont déjà bien implantés sur place. Ils ont Et, enfin, ils ont tapé, probablement aussi tapé avec les missiles guidés par des lasers, hein, pour là où bien ils ont sûr, tapé précisément comme ça a été pas précisément ça détruit des appartements entiers, mais c'est relativement précis pour vu la distance. Hein. Faut bien aussi sûr, bien dire sûr. la chose. Il y a ça. Il y a ça, et donc ce qui veut dire qu'en fait les services de renseignement israéliens sont déjà bien implantés sur place, suivent déjà très bien les cadres du régime et les installations critiques du régime, ce qui permet la précision, les frappes de précision de Israël. Et on n'a pas eu un avion abattu, pas un Non. avion sur, Bah, israélien abattu. les défenses C'est une dinguerie. iraniennes ont été sabotées. C'est ça, oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça montre la suprématie aérienne Oui. d'Israël. Alors maintenant, ils vont se Ou lancer même des missiles. ou même des services secrets du Mossad aussi, hein, Exactement. qui ont Supériorité dans le renseignement. qui ont infiltré tous les pans de la société iranienne pour le coup pour faire C ça. Hein. c'est ça, donc supériorité du renseignement, supériorité aérienne, et donc la seule chose que peut faire l'Iran, c'est lancer des vagues de missiles et de drones. Alors des fois ça va toucher, des fois ça va pas toucher, mais on va dire que dans la balance du rapport de force, c'est plutôt bas, on va dire, dans la situation. Donc Mais c'est vrai que là, j'ai beaucoup de réactions par rapport à ce que au fait que je dis qu'ils ont ciblé précisément en Iran. mmh, Ils disent, ah ben c'est drôle quand même de voir une forte précision dans le cadre de ce conflit, mais de voir que dans le cadre de Gaza, la précision est totalement absente. c'est 2 Qu'est-ce que vous doctrines voulez que je différentes. réponde? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Ouais, non, mais c'est ça, ouais, c'est clair, hein, pour le coup. C'est 2 doctrines très différentes, et là on arrive vraiment sur quelque chose sur des crimes de guerre. Ah, contre l'humanité même, hein, pour le Oui, coup. voilà, à Et minima, voilà, ouais, à à minima, minima. voilà. Et d'ailleurs, juste petite info, on apprend que l'espace aérien de l'Iran est fermé jusqu'à nouvel ordre, mais que la Jordanie réouvre son espace aérien après avoir intercepté les drones et les missiles iraniens cette nuit. Voilà. Est-ce que ça veut J'espère que dire si qu'ils vous prenez un réouvrent? avion, Ouais. j'espère moi à titre perso que si vous prenez un avion, vous ne traversez pas l'espace aérien jordanien quand même, dans le Non. doute. Ou même juste la Heu, région, hein. Je vous conseille de pas passer par la région pendant le moment, hein, là. Là en ce moment non. Pardon, et je t'ai coupé dans la question que tu voulais dire. Non, non, j'avais pas commencé de question, mais moi, je vais t'en poser une. Quels sont les intérêts de la France dans le cadre de ce conflit? Voilà. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la question des ressortissants, la question du nucléaire, la question, il y a plein de sujets qui se posent et du coup, voilà, quels sont les différents intérêts? On a vu les déclarations de Macron, de Barrot et cetera tout à l'heure. Heu, Mmh. Toi, tu en retiens quoi de tout ça? Moi, je pense que les intérêts de la France dans la région sont, alors nous, on n'a pas intérêt à ce que tout flambe,
déjà, mais le poids de la France dans la région est beaucoup plus bas qu'à une époque. On n'est plus la puissance qui avait une influence forte dans la région. Donc en fait, on va dire qu'on est, on n'est pas dans les poids lourds, on n'est pas dans la catégorie des poids lourds, donc on constate la situation. Je pense que nous, on veut que la situation se calme, non pas parce qu'on a particulièrement des intérêts en Iran, on a des partenariats économiques avec certaines entreprises, mais nous, je pense que la priorité de la France, c'est la stabilité du Liban, la stabilité de la Syrie, la Bah, reconstruction de la Syrie. c'est d'ailleurs avec la destruction de la Syrie et du Liban que la France a perdu son poids, parce que enfin, le Liban, c'était une de nos bases avancées au Moyen-Orient en termes d'influence. En termes d'influence, oui, la Syrie, c'était pareil, mais pareil avec l'Iran. Quand c'était l'époque du Shah Ah d'Iran, bah oui, la France était ça. influente. Les Mais États-Unis après, aussi, hein, à l'époque, avec les là-bas. États-Unis aussi. Et je le reprécise, super important, souvent on vous met des vidéos de l'époque du Shah d'Iran, où vous n'avez pas de femmes voilées, vous avez les gens qui sont tous sourires, etc., dans les rues, etc. Oui, c'est vrai, mais il y avait une police politique qui torturait des gens. Hein, c'était pas bisounours, démocratie land non plus. Donc, euh, donc je pense qu'on a plus d'intérêt autour dans la région à la stabilité, mais qu'en même temps, il doit y avoir quelques petits sourires en coin si on peut péter les capacités nucléaires de l'Iran. Mais je pense qu'à terme, ce qui est le plus important, c'est que le régime des ayatollahs tombe pour qu'il y ait un autre régime qui arrive plus démocratique, parce qu'il y a une vraie aspiration euh, en Iran sur ce plan-là, mais ça va être très compliqué. Et alors là, moi, il y avait la question de, tu vois, bon, si ça vient à se prolonger, ce conflit israélo-iranien, ce qui est pas totalement improbable, parce que tu vois que là, il y a encore des bombardements au moment où on parle d'Israël sur Mm. l'Iran, et qu'il y aura une réponse une fois de plus. Est-ce que, entre ça, la déstabilisation interne aux États-Unis potentielle, la Russie et l'Ukraine qui continuent, est-ce que, honnêtement, Mhm. c'est pas l'alignement des planètes pour la Chine et Taïwan cette année? Ah oui, là Enfin, qu'est-ce qui on est, retient la on est, Chine là actuellement d'intervenir? Parce que là, avec tout ce qui se passe, honnêtement, ils ont presque le champ libre. Presque. euh, Est-ce qu'ils sont full prêts dans leurs préparatifs? Peut-être pas, mais en tout cas, ils s'entraînent de plus en plus et ils préparent. Mais oui, clairement, on est sur un alignement pour Taïwan. Par contre, si Taïwan explose, là, vraiment, là, c'est terminé, hein. Là, je raccroche. Il n'y a plus rien à Burnout. faire dans le monde. Ah oui, non, mais il n'y a plus rien à faire. Je veux dire, Ah oui. Taïwan qui s'écroule, c'est un tiers du commerce international maritime qui s'écroule, c'est les semi-conducteurs. Là, c'est les Américains. Là, je pense que les Américains, démocrates et républicains, seront chauds bouillants sur le sujet euh, s'ils agissent. Mais oui, on peut se dire que ça peut être un alignement des planètes. Après, je digresse un petit peu. Là, il faut comprendre une chose. On est vraiment dans une période où le bruit des bottes s'intensifie, où on est dans un rapport de force constant. Et si on veut peser sur le plan international, il faut les capacités militaires. Parce que si votre diplomate il arrive avec des fleurs et dit vous n'êtes pas très sympathique, on vous propose ça comme deal, on va vous rire au visage, tandis que si vous avez une armée puissante derrière, on va peut-être faire plus attention. Et, Mais ce qui fait qu'on est sur une période inquiétante. et là, du coup, ça me fait réagir. Est-ce que tu penses, est-ce que c'est imaginable que que l'armée française cache une partie de ses capacités? Est-ce Non. qu'on sait tout? Genre, est-ce qu'on sait Alors, combien de sous-marins on a vraiment? Est-ce qu'on sait, est-ce que ça, c'est des vraies informations à ce niveau-là d'ailleurs? Ou est-ce alors là, il faudrait être c'est une question que je me tenu au pose. secret d'État, je pense. Alors après, tu as des classifications, je ne connais pas très bien le truc. Je pense que de ce côté-là, on est assez transparent sur nos moyens parce qu'on est une démocratie et donc il faut rendre compte devant les parlementaires sur nos capacités, étant des commissions des fois restreintes. Donc il y a quand même une connaissance de nos capacités, mais je ne pense pas qu'on cache particulièrement nos moyens à disposition. Après, Ah la donc, question, c'est on sait jamais, est-ce qu'on est capable de les déployer? on n'a pas d'héliporteurs cachés comme le Shield ou un truc comme ça? Non, non, hélas, Petite dose on n'a pas d'humour, on ces- essaie de détendre parce que non, là, vu les sujets, c'est pas on n'a pas ça et déjà rien que la question de changer ouais. un porte-avions, c'est monstrueux comme question, alors qu'à un moment ou un autre, ben, faut vraiment se poser la question d'un nouveau porte-avions, en France. Si déjà on s'écharpe sur ça, franchement un truc, volant type The Shield, on n'a pas hélas. Mais Mais non, ce on qui est n'a pas de assez fou, je trouve, capacité. c'est qu'on n'ait pas encore construit de nouveaux enfin, un nouveau grand chantier, enfin, une nouvelle zone de grand chantier naval, quoi. Je trouve ça assez fou parce que là, les commandes, enfin, c'est Parce incroyable. que c'est Cher à des mettre en place. milliards.
Oui. C'est cher à mettre en place, c'est des milliards, c'est des visions à temps long. Quand vous lancez une planification de changement d'armée, de doctrine d'armée, d'usage d'armée, c'est pas en Bah, 2 ans que vous allez en en transformer l'armée. en fait, c'est pas un changement de doctrine, c'est plus la création d'un deuxième grand chantier naval pour, par exemple, des Mmh, commandes extérieures. C'est à ça que je pensais. oui, mais le problème, c'est qu'il les faut, ces commandes déjà et donc pour stimuler, en fait, pour que les entreprises, pour que le secteur se dise: «OK, go, on y va», il faut que derrière aussi l'État assure des commandes. Si l'État te dit: «T'inquiète pas mon gros, je te commande», je dis n'importe quoi, 50 frégates de guerre et après on va regarder en plus derrière, on va tout faire pour essayer de négocier des contrats à l'international. Là, OK, ça y va en fait. Si on te dit: «Tu te débrouilles et tu trouves des partenaires», bah, ça dit non en fait. Ah, C'est dans le domaine militaire. moi, je crois que j'ai un État en tête qui reviendrait presque en rampant pour nous demander des commandes. Je crois que c'est un État qui est un peu en Océanie, l'Australie, J'ai cru entendre parler quelque de chose cet État. avec une histoire de sous-marins qui nous ont commandé, puis plus commandé, puis qui se sont fait avoir par des Américains. J'ai C'est ouï dire ça. une histoire comme Mmh. ça, Ah oui, 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 bah, ça peut être intéressant. Après, soyons honnêtes, petite dose d'humour oui, voilà, pour l'Australie. Personne n'envahira l'Australie pour une raison très simple. il y a rien. Est-ce que alors il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de ressources, mais est-ce que vous êtes prêt à vivre dans un environnement où quand vous regardez une émission documentaire, où sont les 100 créatures les plus dangereuses du monde, 96 sont en Australie. Oui. Un lézard peut vous tuer là-bas, donc Ah, c'est pas pour c'est aller y leur vivre, on défense est d'accord. naturelle. Mais, Voilà, c'est leur défense naturelle. ouais, on me demande: «Attends, au final, ils en veulent?» Bah, au final, en fait, ils se sont fait juste complètement avoir par les Mmh, États-Unis et le Royaume-Uni et ils auront jamais leurs sous-marins. C'est mmh. surtout ça le sujet et qu'ils en voudraient bien, qu'ils vont peut-être en commander des moins performants à la France pour en avoir rapidement. C'est ça, parce que, pour rappel, c'était il y a quelques mois, la marine chinoise a fait des exercices militaires tout autour de l'Australie. Ils ont eu une petite flotte militaire, pas une très grosse flotte, quelques navires, qui ont fait le tour de l'Australie en faisant des exercices militaires autour de l'Australie. Et ils ont dit: «Oui, mais on est dans les eaux internationales». «Attends, tu es juste à côté de chez moi, qu'est-ce que tu fais avec tes destroyers à faire des simulations de tir?» Donc les tensions montent. Et d'ailleurs, ça, c'est une question que je voulais te poser et techniquement parlant, parce que bon, là, on est plus sur le sujet de la frégate, enfin, pas de la frégate, de la Mmh, flottille, parce que moi, c'est un truc mmh. que je rabâche depuis des semaines. D'un point de vue du langage, le mot eau international n'a ni queue ni tête en Méditerranée. Tu me confirmes, en Méditerranée, hormis un petit triangle à côté de l'Italie, il n'y a pas d'eau internationale. Il y a des zones Alors, économiques exclusives et des eaux territoriales. je crois, oui. Après, j'ai pas la carte en tête Voilà, exactement de c'est une toutes les zones économiques facilitation, exclusives, c'est une mais facilitation de dire eau internationale parce en zone économique exclusive, t'as pas la souveraineté que tu as en eau territoriale, on est d'accord sur le sujet. oui, Voilà, c'est ça. c'est non Donc mais parce que je fais que rabâcher ça depuis 2 semaines en disant: «C'est de la vulgari», il vulgarise en facilitant le sujet et cetera et on me prend la tête avec cette histoire donc Oui, bah, après voilà, sur la Méditerranée, oui, il y a un tout petit peu d'eau internationale, mais la plupart, tu passes à automatiquement dans des eaux, bah oui. sous autorité normalement de certains, pays, ce qui pose la question de pourquoi, par exemple, les navires russes peuvent naviguer sans qu'on les intercepte. Ah Alors que si, des fois, ils justement, passent, si le sujet, c'est si c'est les eaux internationales, les zones économiques exclusives, pardon, dans les zones mmh, économiques exclusives, les États n'ont pas la souveraineté d'interpeller d'autres navires. Tu peux dans tes eaux territoriales, mais pas dans les ZE, ouais, légalement ouais, là, parlant. on est vraiment Ouais. sur de la note de bas de page face à des Bah, puissances qui en fait, déjà de base en face ne respectent pas les règles je donc suis d'accord avec toi, ouais, c'est juste que en fait, c'est ce qui différencie les 2 entre eaux territoriales et zones économiques mmh, exclusives. La seule vraie différence, c'est que les ZE, c'est juste pour l'exploitation des ressources. oui Voilà, donc en soi, c'est la différence entre les 2 au final. ouais. Sinon, est-ce que tu as un dernier sujet peut-être parce qu'on arrive sur la fin? On a fait un peu le tour, je pense. Ouais, alors pas forcément un dernier sujet, mais plutôt une réflexion. C'est, parce que hier j'ai eu la chance d'avoir Didier François en interview. Didier François, c'est un reporter de guerre qui a plus de 40 ans de carrière, donc il a fait Sarajevo, il a fait, la première guerre de Tchétchénie, les premiers conflits à Gaza et cetera. Le mec, il a été Ah oui. prisonnier prisonnier pendant plusieurs mois entre les mains de Daesh et cetera. Donc pour vous donner un peu le personnage et à un moment je lui avais posé une question et j'ai trouvé sa réponse intéressante, c'est: «Est-ce que le monde est plus violent selon?» Je lui ai posé la question: «Est-ce que le monde est plus violent?» heu et il m'a dit: «Ah non, c'est juste qu'en fait,
en Occident, on était tous en train de boire des cafés macchiato sur nos terrasses et on regardait pas le monde cramer autour de nous. Mais le monde n'est pas plus violent. C'est juste que peut-être on s'en rend un peu plus compte, que ces sujets nous percutent un peu plus. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que nous, en tant que société, on est prêt à faire face à un monde qui est violent et est-ce qu'on est prêt à se battre pour des valeurs que l'on défend? Parce que des fois, on va dire: «Mais on n'est pas méchant, donc pourquoi on voudrait nous agresser?» Bah, il y a des gens, ils vont dire: «On s'en moque que tu es pas méchant, on va t'agresser quand même». Et donc à un moment, il faudra avoir les moyens de se défendre ou en tout cas de faire société pour se défendre et je pense que ça, c'est vraiment un sujet. On a été très occupés dans notre société consumériste sur notre, bien-être personnel, ce qui est très bien. À avoir des débats philosophiques, c'est très bien, mais il faut maintenant prendre conscience que le monde, il est pas plus violent qu'avant. Il l'est juste tout autant, mais maintenant qu'on s'en aperçoit et que peut-être que nos intérêts à nous et nos valeurs à nous sont attaqués et réfléchir sur, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger nos sociétés et peut-être que ça serait intéressant qu'un peu plus le débat sur la sécurité, le militaire et cetera, revienne dans le champ politique parce que souvent ça a été un peu un gros mot et souvent c'est sur l'armée qu'on a fait des coupes budgétaires parce que l'armée, ils ont pas le droit de manifester, ils ont pas le droit de prendre la parole. Donc ça nous permettait de profiter de ça, mais ça serait bien qu'il y ait vraiment de plus en plus ce débat, sur comment qu'on se défend, comment qu'on défend nos alliés, quels sont les moyens qu'on est prêt à allouer. Parce que même si on est très gentil, eh ben, il y a des gens qui s'en moquent qu'on soit sympathique, ils voudront nous taper dessus. Donc c'était plutôt cette réflexion-là que j'avais parce que c'était intéressant quand je l'avais eu, hier en interview, ça m'avait fait sourire. Voilà, c'est à peu près, plus une réflexion philosophique qu'autre chose, mais Oui, c'est bah, ça, super pertinent. en soi, c'est une belle conclusion de finir sur ce genre de réflexion. Alors, juste, je rappelle à tout le monde, je vais refaire un shout-out. N'hésitez pas à aller follow Yann là. Merci. Je vois là son chiffre, il est à 2611. Ah mince, j'ai déjà fait. Alors, est-ce qu'on peut mettre le lien de la chaîne dans le chat? Non, parce que je te l'ai fait il y a moins d'une heure et du coup, je peux pas le refaire. Tu sais, il y a le C'est déjà timer. gentil, c'est adorable. Allez le follow, il est à Ça montre pas le 2611 progrès, hein, follow. sur les Oh là. bombes. Ah, c'est toi qu'on entendait. On est à 2611 follow. Je veux qu'il soit à 2620. Allez, 2613, on monte un peu là, allez follow, parce que tant Ah, j'allais que c'est dire pas 20 fini. 000. Alors, je les ai pas moi-même, Yann, s'il Mais te plaît. si, tu les as, tu les as. C'est juste que tu les caches. Bon, en tout cas, merci beaucoup de ta présence, Yann, de ton Mais contenu de qualité, tes réflexions de qualité comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller le follow sur Twitter où il fait des threads exceptionnels, vraiment. Voilà, il n'y a rien à bah, redire. merci. Merci à toi. Merci encore pour cette 4e invitation. J'ai l'impression d'être un VIP. Ben, je crois qu'à ce rythme, on va bientôt faire une mensuelle, hein, presque. On peut faire ça, on peut faire ça. Mais vraiment merci beaucoup. Je le redis à chaque fois que je passe, chez toi, mais tu fais un travail formidable. On sent que tu, que tu cravaches, comme un dingue sur le développement de ta chaîne. Je sais l'énergie que ça demande. J'espère sincèrement pour toi que, tu vas pouvoir vraiment allouer tout le temps que tu veux en ayant cette sécurité, si ça se développe bien, sur le plan financier. Parce que, bah, on va pas se leurrer, c'est le nerf de la guerre, Ah ben ça. pour maintenir ça et les gens s'en rendent pas forcément compte. Et en 1 an, je pense que là, tu fêtes tes 1 an. Je pense que c'est très, 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 très rare les chaînes qui ont 1 an d'existence et qui ont ce niveau, que tu as, à la fois en termes de qualité, à la fois en termes de visibilité et de masse de travail derrière. Donc toutes mes félicitations à toi. Ben écoute, je te remercie et je remercie tous ceux qui sont présents et voilà. Merci à toi, Yann. Je te souhaite une belle journée et je suis sûr que ça va. Honnêtement, tu mérites d'avoir la même quantité de public parce que tu fais un travail de fou furieux et le Merci. mec a quand même reçu la présidente Ah bah, de. quasiment. Non mais t'as reçu une présidente sur ta chaîne. Je sais pas si tu te rends compte quand même. Oui, 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 présidente de Géorgie. Oui, de la Géorgie, pardon, je l'ai pas. Voilà. Bon. Mmh, En tout cas, merci j'étais beaucoup, content. Yann. Bon week-end à toi. Bon repos. Je crois que tu n'arrives pas cet après-midi pour te reposer, Non, justement. non, non, là je vais me reposer, même s'il y a le défilé américain, je vais souffler, peut-être qu'il y aura un tweet, mais c'est bon, à un moment, faut savoir se ménager, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Allez, je te souhaite un bon week-end. À bientôt, Yann, et à très Également, vite. bon week-end, bonne journée et bon courage pour la suite du live et au revoir à tous celles et ceux qui ont regardé. Allez. Allez, ciao.